Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Alors, le One Forest Summit, c'est terminé? Oui, c'est terminé avec la restitution des conclusions des travaux des panélistes et ensuite cette restitution et présentation au chef d'État qui était ceux qui avaient in fine le dernier mot sur les décisions qui ont été prises lors de ce One Forest Summit. Et donc maintenant, reste à voir comment est-ce que ces décisions-là pourront faire l'objet d'une implémentation auprès des autres États, c'est-à-dire qu'ils puissent se les approprier et qu'ils puissent les mettre en œuvre dans le cadre, bien entendu, de l'atteinte des objectifs de développement durable ou les objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2063, c'est-à-dire les réduire de l'ordre entre 1,5 et 3%. Voilà. D'accord, ok. Ce matin, l'actualité internationale nous emmène où? Elle nous emmène à New Delhi, en Inde, où s'était tenu avant-hier et hier le sommet du G20. Alors, le sommet du G20, c'est le sommet où sont rassemblées les 20 premières puissances économiques de la planète. Alors, évidemment, ce sommet, ce G20, était très attendu, notamment pour l'Inde, parce que l'Inde a quand même joué jusqu'à présent à une espèce de position d'équilibriste, c'est-à-dire qu'elle était à la fois proche des Occidentaux et proche de la Russie. Il faut savoir que l'Inde, depuis le déclenchement de l'opération spéciale de Vladimir Poutine le 24 février dernier, et la mise en œuvre des sanctions occidentales, l'Inde a multiplié par 7, par exemple, ses importations avec la Russie, importations de pétrole, de gaz, de charbon. Et donc, d'un autre côté, l'Inde a également renforcé son partenariat militaire avec les États-Unis, en multipliant par 2 le montant des achats d'armes auprès des États-Unis. Et donc, à la fois, l'Inde pouvait se targuer, un peu comme la Chine, d'être, plus que la Chine, d'être en capacité d'avoir des liens de discussion aussi bien avec Washington qu'avec Moscou. Donc, Narendra Modi, le Premier ministre indien, parle aussi bien avec Joe Biden qu'avec Vladimir Poutine. Et donc, pour l'Inde, c'était extrêmement important ce sommet du G20-là. Surtout que l'objectif pour les Indiens, c'était de remettre le multilatéralisme au centre des relations internationales parce qu'ils estimaient que ce multilatéralisme-là était mort du fait que l'on avait une position, si tu veux, un agenda qui était dominant, c'était l'agenda des Occidentaux et les Occidentaux ont toujours dans le contexte actuel, mis dans leur priorité des priorités, le fait de tout mettre en œuvre pour permettre à l'Ukraine de remporter la guerre qui l'oppose à la Russie. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé malheureusement au cours de ce sommet du G20. Il faut savoir que, à la différence de celui de juillet dernier qui s'était tenu à Bali, les 20 pays, il y avait une espèce lors du communiqué officiel de ce sommet du G20 de Bali, on avait eu, bien entendu, la Russie avait fustigé ça. Mais certes, ils étaient quand même parvenus à un consensus, c'est-à-dire celui de condamner l'invasion d'un pays souverain par un autre. Mais malheureusement, lors de ce sommet du G20 de New Delhi, cette fois-ci, les pays ne sont pas parvenus à un accord, à un consensus. Donc, il n'y a pas eu de communiqué officiel de cette rencontre. Tout au plus, on a eu droit à un résumé des échanges entre les différents participants. Il faut savoir que ce sommet du G20 aussi était organisé au niveau ministériel, notamment au niveau des ministres des Affaires étrangères et des ministres des Finances, pour répondre initialement à 2 questions. La première question, c'était la mise en œuvre de nouvelles politiques en vue de lutter contre la pauvreté. Donc là, c'était le volet où vraiment on attendait les économistes dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes-là de lutte contre la pauvreté. Et puis de l'autre côté, c'était une espèce d'affaire de consolidation des engagements de la part de ces 20 premières économies de la planète à lutter contre les changements climatiques, étant donné que ce sont ces 20 pays-là qui sont parmi les plus gros pollueurs de la planète. Et donc, malheureusement, les discussions ont été bouleversées par
par d'autres priorités, en l'occurrence le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a concentré l'essentiel des débats. On s'attendait bien entendu un peu à cette situation-là, tant les relations sont délétères entre la Russie et les États-Unis, et pas seulement entre la Russie et les États-Unis, mais aussi entre la Chine et les États-Unis, mais particulièrement avec la Russie, puisque c'est vraiment contre la Russie que les États-Unis focalisent d'abord l'essentiel de leur grief ou l'essentiel de leur énergie. Après vient bien entendu la Chine, mais la Chine n'est pas frappée de sanctions. Enfin, la Chine est frappée de sanctions, mais pas encore de sanctions financières, un peu ou n'est pas frappée de sanctions à la hauteur de ce que subit la Russie aujourd'hui. Et donc, pour les observateurs que nous sommes, nous espérions qu'au cours de ce G20-là, il devait y avoir, au moins en matière de lutte contre la pauvreté ou en matière de changement climatique, au moins, peut-être pas des promesses, mais au moins une volonté affichée de vouloir maintenir, dans le cadre du multilatéralisme, ces deux agendas-là comme priorité des actions que ces 20 pays-là devaient mener dans les 6 ou dans les 12 prochains mois. Malheureusement, comme je l'ai dit, on n'est pas parvenu à un consensus. Pourquoi ? Les 20 pays ne sont pas parvenus à un consensus pour la bonne et simple raison que les Américains et les Européens ont voulu que dans le communiqué final figure le terme guerre pour ce qui concerne la situation en Ukraine, de parler de guerre entre la Russie et l'Ukraine et de mettre explicitement que le G20 demande à la Russie de quitter l'ensemble des territoires qu'elle occupe en Ukraine, y compris même les territoires depuis 2014. Et donc c'est justement ces éléments-là, dans le communiqué final, que la Chine et la Russie ont refusé de valider. Un peu la différence avec le sommet de Bali, c'est que la Russie était seule à avoir refusé de valider. Et donc, en quelque sorte, le communiqué final avait quand même été publié comme tel, même si la Russie avait fustigé son contenu. Mais ici, pour ce sommet de New Delhi, il n'y a même pas eu de communiqué officiel, puisque, évidemment, deux puissances, et pas des moindres, la Russie et la Chine ayant refusé de parapher ce document, donc il n'était pas possible de considérer que ça pouvait être un communiqué qui pouvait être considéré comme la voie officielle des échanges, enfin du contenu des échanges qui ont eu lieu au cours de ce sommet du G20-là. Et donc, malheureusement, ça montre une fois de plus que nous sommes dans une situation où les tensions véritablement entre les grandes puissances ne font que s'exacerber. C'est vrai que le point d'orgue actuellement en termes de tensions sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, financier, sur le plan politique, c'est bien entendu la crise en Ukraine, mais il faut également savoir qu'il y a d'autres crises qui sont autour. La crise entre la Chine et Taïwan, la crise alimentaire liée au fait que la Russie a clairement déjà dit qu'elle ne va pas renouveler pour un an la prolongation de l'accord céréalier avec l'Ukraine, ce qui a été signé sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, parce que les Russes expriment que, étant donné que les sanctions actuellement des pays occidentaux ne frappent pas les denrées agricoles ni les engrais russes, mais les sanctions frappent tout ce qui concerne les transporteurs, les assureurs et tous ceux qui sont chargés d'organiser le paiement de ces transactions-là. Donc du coup, même si les denrées agricoles et les engrais ne sont pas touchés par les sanctions, mais tout ce qui tourne ou qui concourt justement à faire fonctionner ce marché céréalier, ce marché des denrées pour les Russes, constitue des obstacles non négligeables qui, aux yeux des Russes, constituent des éléments suffisants pour ne plus vouloir prolonger cet accord sur les céréales-là. Et par conséquent, ils ont expliqué que donc cet accord qui va expirer dans 18 jours, si les sanctions occidentales ne sont pas levées, ou en partie levées, ils vont tout simplement mettre un terme à ces accords céréaliers-là. Parce qu'il faut savoir que
pour l'instant, le véritable gagnant de l'accord, ce sont les Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens exportent en moyenne 3 millions de tonnes de céréales de leur port. Et même, ils voudraient que ils ont même déjà fait la proposition que non seulement l'accord soit prolongé non plus de 6 mois, mais plutôt de 1 an, et que également les ports qui sont dans la région de Mykolaïv soient inclus dans l'accord. Pour le moment, il n'y a que les ports d'Odessa et les ports de Mariupol qui sont contrôlés par les Russes qui sont intégrés dans cet accord-là. Or, les Russes ont du mal à exporter leurs céréales du fait des sanctions qui frappent et les assureurs et les transporteurs et les établissements financiers qui gèrent ces transactions-là. Et donc, les Russes estiment que il n'y a donc pas de raison. Et donc, ça va évidemment faire craindre une fois de plus le pire pour la sécurité alimentaire mondiale, parce qu'il faut savoir que 40% des céréales produites dans le monde, mises sur le marché mondial, proviennent de Russie et d'Ukraine. Et donc, évidemment, ça laisse craindre encore une aggravation de la sécurité alimentaire mondiale dans un climat où les tensions ne font que s'exacerber également entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui est accusée également par les États-Unis de vouloir de fournir une aide militaire à la Russie dans le cadre de son opération spéciale en Ukraine. Et bien entendu, tout ça fait que dans un climat où l'Ukraine dit qu'elle est dans une situation délicate parce qu'il lui manque des munitions, parce qu'il lui manque des armes, dans une situation aussi où elle est en train de s'organiser pour lancer une contre-offensive certainement dans 1 mois ou 2, donc dans la période du printemps. Dans tout ce contexte-là, on a un climat qui est délétère à l'échelle internationale. On a les principales puissances, que ce soit des puissances mondiales ou des puissances régionales, parce que quand on regarde, il y a des tensions également. L'Inde qui parle avec Washington, qui parle avec New Delhi, l'Inde qui parle avec Moscou, qui parle également avec Pékin, voit aussi d'un très mauvais œil le rapprochement de Pékin et la Russie, parce que la Chine est un concurrent régional de la part de l'Inde. Et donc, on a aussi des tensions entre l'Iran et Israël. Israël qui accuse l'Iran d'être en capacité de bientôt fabriquer la bombe atomique parce qu'elle est aidée en cela par la Russie. Et donc, elle menace de s'attaquer aux équipements, aux installations nucléaires iraniennes, et sans oublier qu'évidemment, il y a aussi des tensions entre Taïwan et la Chine, sans oublier les tensions entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc, on est vraiment dans un contexte mondial qui est terrible et dont on pourrait craindre que la moindre étincelle puisse déclencher une guerre mondiale. Et donc, même si on n'en est pas encore là, mais il est clair que au regard de tout ce qui se passe, notamment dans le théâtre d'opération qu'est l'Ukraine, et le fait que de plus en plus de pays prennent part de manière directe à ce conflit. Quand je dis prennent part de manière directe, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les Occidentaux ne fournissent pas que des armes, ils fournissent du renseignement, ils fournissent de la formation, ils fournissent de l'assistance technique. Et donc tout ça fait que ils se rapprochent de plus en plus de la ligne rouge tracée par les Russes en tant que co-belligérants. Et donc là, effectivement, il y a aussi une crainte. D'autant plus que lorsque l'on écoute certains analystes occidentaux, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils aient véritablement intégré ça. Ils se disent que Vladimir Poutine est peut-être dans une espèce de bluff, qu'il brandit l'arme nucléaire alors que, évidemment, il ne va jamais l'utiliser. C'est un moyen pour faire peur aux Occidentaux et leur dire de ne pas participer directement à la guerre en Ukraine. Alors qu'une entrée directe, une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie en Ukraine pourrait avoir des effets catastrophiques pour le reste de la planète. Donc, c'est un peu cette situation-là qui est venue d'éteindre sur ce sommet du G20 à New Delhi et qui laisse entendre que, en tout cas, pour les mois ou l'année à venir, il est clair que les relations internationales seront extrêmement tendues entre les grandes puissances de la planète. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Da Fresh Morning, Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière dans quelques secondes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.